Donc bienvenue au cycle conférence organisé par la Croix-Rouge. Vous avez un cycle de 4 conférences. Là nous sommes à la 3e, il en restera une. On a eu un petit problème pour les inscriptions. On va vous faire passer la feuille pour ceux qui ne sont pas inscrits. Et voilà, je laisse la parole à Rima Hassan. C'est pas de problème. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre présence. On va discuter pendant à peu près 1h30 d'un sujet qui m'est cher, mais dont je parle beaucoup et donc mais pas tant que ça. Donc, qui concerne donc les camps de réfugiés. Et donc très brièvement sur ma présentation. Donc, je suis Rima Hassan, j'ai 27 ans. Je suis donc la présidente et la fondatrice de l'Observatoire des camps de réfugiés, qui est un projet qui se réunit aujourd'hui une centaine de personnes. Je vous expliquerai un peu plus en détail la manière dont on travaille au sein de cette ONG. Et je suis également rapporteur à la Cour nationale du droit d'asile, donc la CNDA. Et auparavant, j'ai travaillé à l'OFPRA une année. Et je suis diplômée en droit international et je me suis spécialisée pendant 2 années de thèse sur justement la question des droits applicables dans les camps. Thèse que j'ai abandonnée pour fonder ce projet d'observatoire des camps de réfugiés. Donc on va s'attarder sur 3 points sur 1h30. Le premier point, je vais vous présenter assez brièvement l'observatoire des camps de réfugiés, donc la genèse du projet, la structure et l'organisation de ce projet, et également bien entendu donc, les missions sur lesquelles on travaille. Le deuxième point, donc, on va plus rentrer dans le vif du sujet et essayer de réfléchir un peu tous ensemble sur la notion de camp de réfugiés, voir quels sont justement ces fondements, qu'ils soient juridiques ou justement humanitaires. Je vais également beaucoup m'attarder sur la question de la pérennisation des camps, qui est vraiment un sujet qui est au cœur de nos travaux d'observation. Et puis enfin, sur les questions d'alternatives au camp, qui est un sujet qui préoccupe énormément les gestionnaires onubiens et les humanitaires des camps, qui travaillent dans les camps. Et enfin, pour illustrer un peu le propos, j'ai sélectionné 3 camps sur lesquels certains de nos contributeurs ont travaillé. Donc ils ont pu faire des recherches sur ces 3 camps. Et donc on va s'attarder un peu sur une très brève présentation, parce qu'on a vraiment qu'1h30, mais pour celles et ceux qui ont envie d'approfondir nos analyses sur ces 3 camps, je vous ai ramené des fiches qu'on a vocation à publier sur ces 3 camps, et qui sont disponibles ici pour consultation. Et donc je vais vous présenter très brièvement le camp de réfugiés centrafricains d'Amboko, qui est au Tchad, les camps de réfugiés, le complexe de camps de réfugiés sahraouis qui est à Tindouf en Algérie, et enfin un 3e cas d'illustration qui est le camp de réfugiés syriens d'Azraq en Jordanie. Donc sur l'observatoire des camps de réfugiés, on va commencer très brièvement sur un bref aperçu statistique que vous avez sûrement dû dont vous avez pu prendre connaissance et qui est assez alarmant sur l'immigration. Donc aujourd'hui, selon le HCR, en 2019, on avait plus de 70 millions de personnes déracinées dans le monde. Et parmi eux, donc, on a 25,9 millions de réfugiés et 41,3 millions de déplacés internes. Sur les statistiques qui nous intéressent pour la question des camps, donc il faut savoir qu'il y a 80% des réfugiés s'exilent ou s'installent dans des pays voisins de leur pays d'origine, et 31% des réfugiés vivent dans des camps. On dit que 48% des déplacés internes vivent, en tout cas en premier lieu d'accueil, dans des camps. Pour entrer un peu plus dans le détail sur les zones géographiques qui sont concernées par l'installation des camps, il faut se référer donc à la dernière... Il faut se référer donc à ces données-là. Donc, comme vous pouvez le voir, en Afrique, on a 78,5% des réfugiés qui sont installés dans les camps. En Amérique latine, on a 0% de réfugiés, de migrants qui sont dans les camps. Donc, il faut savoir qu'en Amérique latine, on est un peu dans la même configuration que l'Europe,
on est très souvent dans des zones d'accueil, ce qu'on appelle, surtout en Amérique latine, des zones administratives d'accueil, ou des bureaux administratifs d'accueil, dans lesquels les migrants et les réfugiés restent très très peu de temps. Ils ont très vite des visas humanitaires qui leur permettent justement de s'insérer, de s'installer. Et donc, sur le pôle Amérique, on travaille plus au sein de l'Observatoire sur des routes migratoires que sur des camps à proprement parler. En Amérique également, on essaie de... En tout cas, ce qui nous préoccupe, nous, au sein de l'Observatoire, ce sont les zones d'enfermement pour les migrants qui viennent d'Amérique latine. Et là, on est plus justement sur les centres de rétention. Donc, on a vocation à mener des travaux d'observation sur les centres de rétention des migrants qui sont installés à la frontière mexicaine aux États-Unis pour voir justement comment est-ce que les migrants sont traités dans ces centres. Donc, si on veut parler en termes de zones d'enfermement, il n'y a pas de camp humanitaire à proprement parler en Amérique latine, en tout cas pas de manière durable. Et donc ce sont plus les centres de rétention qui vont occuper nos travaux d'observation. Pour l'Asie, on est à un taux de 40,5% de réfugiés qui vivent dans les camps. En Europe, on est à 0,1%. Il faut savoir que les statistiques du HCR ne prennent pas justement en considération tous les camps informels. Le HCR, pour étudier la question des camps, s'attarde essentiellement sur les camps qui sont gérés par des gestionnaires onusiens, tout ce qui concerne la question des camps informels, des hotspots, donc la réalité des camps, disons, européens, ne font pas partie des statistiques du HCR. Donc raison pour laquelle on a un taux très très bas, mais au sein de l'Observatoire des camps de réfugiés, nous on ne fait pas tellement la distinction, je veux dire qu'on a vraiment vocation à travailler sur tout type de camps et toute structure qu'on considère d'enfermement des personnes en situation d'exil. Et enfin, pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, c'est assez particulier puisque, pour comprendre le taux qui est relativement bas, qui est à 9,6% de réfugiés qui vivent dans les camps, il faut se référer à cette donnée-là, qui est le type d'hébergement connu par le HCR. Donc le HCR conclut, donc on arrive à ces données-là en partant du fait qu'il ne connaît que 60,9% des hébergements des réfugiés sur cette zone géographique. Donc on a environ quand même 40% de réfugiés dont on n'arrive pas à recenser les lieux de vie. Et ces données-là peuvent également s'expliquer par la situation au Liban, puisque les camps de réfugiés au Liban ne sont pas aujourd'hui administrés par le HCR. Donc on a souvent entendu le fait que le Liban avait accueilli beaucoup de réfugiés syriens. En fait, en réalité, ils ne les ont pas accueillis, puisque les camps les autorités libanaises n'ont pas donné une autorisation à un gestionnaire onusien pour administrer effectivement les camps. Donc ce sont des camps informels, et à partir du moment où ce sont des camps informels, on retrouve la même problématique qu'en Europe. Ils ne rentrent pas dans les statistiques du HCR. Et enfin, pour ce pôle-là, le pôle pour le Moyen-Orient, il ne faut pas oublier les camps palestiniens. Donc, on a 33% des réfugiés palestiniens qui vivent dans les camps aujourd'hui, mais eux dépendent d'une structure, d'un gestionnaire onusien qui est complètement à part, qui est l'UNRWA, qui a été créé un peu avant de manière complètement distincte du HCR, puisque l'exil palestinien, l'exil palestinien date de 1948, tandis que la Convention de Genève a été votée quelques années après. Donc les camps palestiniens dépendent vraiment d'une gestion qui est complètement à part. Ils ont un mode de gestion qui est très très particulier. On n'a pas trop le temps aujourd'hui de s'y attarder, mais si vous avez des questions, on pourra en discuter sur la partie échange de la conférence. Donc sur les constats qui nous ont poussés à fonder cet observatoire, il y en a 4 en tout. Le premier, c'est l'absence de données officielles et actualisées sur les camps de réfugiés. Aujourd'hui, très peu d'informations nous permettent, on a très peu de données qui nous permettent d'avoir le nombre exact, ou un recensement officiel exact du nombre de camps qui sont installés dans le monde. On a seulement des estimations qui proviennent plus de la doctrine. Donc je vous renvoie à l'œuvre de Michel Agier sur les camps, qui est un anthropologue qui a beaucoup travaillé sur les camps. Et selon ses travaux, il estime qu'il y aurait plus de 460 camps de réfugiés installés dans le monde, 1500 camps de déplacés internes et des milliers de camps auto-installés qui sont des camps de migrants et ce qu'on appelle donc des camps informels qui ne relèvent pas de gestion officielle et donc qui sont complètement noyés dans les statistiques et complètement absentes des statistiques officielles sur les camps de réfugiés. Le deuxième constat, c'est le manque de transparence.
Ce que je vous disais donc tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des camps de réfugiés sont gérés, administrés par ce qu'on appelle des gestionnaires onusiens. Donc statistiquement, le HCR est plus sur des camps, les camps de réfugiés. L'OIM est plus sur des camps de déplacés internes où l'OIM va intervenir également pour vider les camps. Donc quand on est arrivé à une phase de négociation pour la fermeture d'un camp, l'OIM va être appelé justement pour faire la transition et la fermeture du camp. On a également l'UNRWA, qui est également un gestionnaire onusien, mais uniquement mobilisé sur les camps palestiniens. Mais on a également les ONG internationales et les États. Et donc, ce sont eux qui travaillent et qui collaborent pour gérer et administrer les camps. Donc, toutes les données que vous allez avoir, généralement, elles émanent de ces gestionnaires. Et donc, on n'a pas de transparence sur la manière dont les camps sont aujourd'hui gérés et administrés. Il n'y a aucun organe, aucun institut qui travaille qui enquête, du coup, qui fait un vrai travail d'observation sur la manière dont tous ces acteurs travaillent et se répartissent leur pouvoir de gestion et d'administration des camps. Le troisième constat, c'est la durée de vie des camps. On en parlera un peu plus tard, mais il faut savoir qu'un camp est conçu et pensé pour être une structure d'accueil temporaire. C'est vraiment dans les directives des Nations Unies. Ça doit être une mesure d'urgence, une mesure exceptionnelle d'accueil des réfugiés. Or aujourd'hui, la durée de vie moyenne d'un camp de réfugiés, pour être exact, c'est 11,7 ans. Donc on est à peu près à 12 années de durée de vie moyenne pour un camp de réfugiés. Et on arrive à 20 ans dans des pays où il y a plus de 2 millions de réfugiés qui ont été recensés. Le quatrième et dernier constat, c'est la nécessaire remise en cause de ce mode d'accueil, puisqu'on se rend compte qu'aujourd'hui, la grande majorité des réfugiés et les déplacés internes n'ont pas envie de rentrer parfois dans des camps de réfugiés, pour la simple et bonne raison qu'eux-mêmes ne l'identifient plus comme étant une structure de protection, une structure d'accueil. Pour beaucoup, et sur beaucoup de retours terrain, il y a énormément de personnes qui sont en situation d'exil qui l'identifient véritablement comme une structure d'enfermement, une structure de contrainte faite d'obligations, et pour beaucoup, en fait, ils préfèrent échapper à ce mode d'accueil. Donc on a vraiment besoin de repenser l'accueil qu'on fait aux réfugiés et repenser le camp de réfugiés tel qu'il est pensé et conçu aujourd'hui. Donc concernant l'Observatoire, c'est une association, je ne vais pas du tout m'attarder là-dessus. Pareil, c'est de la documentation que vous pouvez retrouver ou que j'ai à disposition aujourd'hui. Concernant la structure de l'association, donc on est organisé en 5 pôles géographiques, puisque comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on a vraiment malheureusement la question des migrations concerne toutes les zones géographiques du monde. Et donc on a 21 membres sur le pôle Afrique du Nord, Moyen-Orient, 20 membres sur le pôle Afrique, 6 membres sur le pôle Asie-Pacifique, 10 membres sur le pôle Europe, et on a 9 membres sur le pôle Amérique. Donc je précise simplement, ce ne sont pas des contributeurs qui habitent dans ces zones géographiques. Pour la plupart, ils sont en France. Et puis on en a quelques-uns qui sont sur le terrain. Mais c'est une association française, donc les contributeurs sont en France, mais travaillent sur des zones géographiques qu'ils ont choisies. On a également un comité d'honneur, pareil, je ne vais pas trop m'attarder dessus. On a 70 contributeurs au sein de l'Observatoire. Et on a une dizaine de membres qui participent à un travail d'orientation des travaux de l'Observatoire. Ce sont des experts, ce sont des experts soit sur des zones géographiques qui sont concernées par l'immigration, soit sur des questions qu'on peut retrouver dans les camps et sur lesquelles on a besoin d'un éclairage. Et donc ce comité d'honneur, on le réunit 2 à 3 fois par an pour vous aider à orienter les travaux de l'Observatoire. Donc ça peut être des relectures des travaux qu'on peut faire, ou ça peut être simplement des réflexions stratégiques sur les actions qu'on doit mener au sein de l'Observatoire. Sur nos missions au sein de l'Observatoire, donc on a l'étude des camps. C'est ce qu'on a commencé à faire depuis septembre. On a également les missions de terrain qui vont avoir lieu à partir de l'année prochaine. Et enfin, la troisième et dernière mission de l'Observatoire, c'est le plaidoyer, le travail de sensibilisation. Donc dans le travail de sensibilisation, on a vraiment 2 volets. Le premier volet, c'est veiller à ce que la gestion humanitaire et la logistique humanitaire qui est mise en place dans le camp est bien assurée. Donc il n'y a pas de... Donc vérifier que tous les services qui sont censés être assurés dans le camp sont bien assurés par les gestionnaires. Et le deuxième volet de la mission de plaidoyer, c'est observer les conditions de vie des réfugiés et donc être en alerte de toutes les violations des droits humains qu'on peut observer dans les camps. Donc c'est très très large, ça peut être des problématiques d'excision dans des camps, ça peut être des problématiques de violence sexuelle, ça peut être des addictions à la drogue,
ça peut être des questions de santé mentale liées à l'enfermement. Donc on essaye vraiment d'observer vraiment de manière très très large la question des conditions de vie des réfugiés dans les camps. On a mis en place un outil, et ça c'est vraiment notre outil, c'est l'outil qui nous sert qui est à la base de tous nos travaux d'observation cette première année, puisqu'on est encore dans la phase d'étude cette année. On a élaboré une maquette qui sert de base à tous nos contributeurs pour homogénéiser nos travaux d'observation. Et on s'est basé vraiment sur 5 points clés qu'on a besoin d'observer dans les camps. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous avez des fiches qui ont été faites par les gestionnaires des camps, mais elles sont très limitées en termes de sources, et on va simplement se contenter de publier les services que le HCR va assurer dans le camp. L'apport de l'Observatoire des camps de réfugiés, c'est le point 1. Donc souvent, on manque de données sur le contexte dans lequel le camp a été installé. Donc nous, on essaie systématiquement de donner des informations pour expliquer pourquoi est-ce que ce camp a été installé, quand est-ce qu'il a été installé et dans quel contexte politique humanitaire il a été installé. Et l'apport de l'Observatoire, c'est également le point 4 et le point 5. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait on a très très peu d'organes qui travaillent à observer la manière dont les camps sont gérés aujourd'hui et mettre en avant des défaillances dans cette gestion et dans cette administration des camps. Et donc nous, on essaie vraiment dans le point 4, donc bien entendu, on prend les services qui sont assurés dans le camp, donc on se base sur la publication des gestionnaires des camps, mais tous nos travaux d'observation, l'apport de nos travaux d'observation, c'est vraiment sur le point 4 et le point 5, c'est étudier les principaux problèmes et les besoins des réfugiés dans le camp, et le point 5, c'est le rôle que joue l'État hôte. Je vous l'expliquerai également tout à l'heure, mais il faut savoir qu'il n'y a pas de camp si l'État hôte ne donne pas son feu vert. Donc le cas le plus parlant aujourd'hui, c'est le Liban, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a quand même un flux de réfugiés très très important lié à une catastrophe humanitaire très importante. Et pour autant, si les autorités libanaises disent non au HCR, il ne peut pas s'implanter au Liban et il ne peut pas gérer les camps de réfugiés. Donc c'était très important pour nous d'éclairer sur la manière dont l'État hôte avait une ingérence ou une gérance dans les camps de réfugiés qui étaient installés sur son territoire national. Donc on arrive au sujet de cette conférence, qui est le camp de réfugiés à proprement parler. Donc comme tout objet d'étude, on va essayer de travailler de réfléchir sur la définition de cette notion. Il faut savoir aujourd'hui qu'il n'y a pas de définition internationale du camp de réfugiés. On a seulement des bribes d'informations, de directives des Nations Unies qui viennent encadrer ce sujet. Donc selon le HCR, le camp planifié, donc le camp humanitaire, ce sont des sites construits dans lesquels des populations déplacées peuvent trouver un hébergement ou une infrastructure complète et fournie et dont l'assistance provient du gouvernement et des organisations humanitaires. Selon les Nations Unies, le camp humanitaire, en fait, pareil, on n'a pas de définition cadre, disons, de ce que c'est un camp, de ce que doit être un camp. On a simplement des indications. Donc pour les Nations Unies, on a l'objectif, on rappelle l'objectif humanitaire du camp de réfugiés. Donc le camp humanitaire doit être mis en place dans un objectif d'une intervention efficace et centralisée, pas dans un but de gestion de flux migratoires en principe. Et on a également la vocation temporaire qui est rappelée par les Nations Unies, à savoir qu'un camp doit effectivement doit être un dispositif d'exception, car l'installation d'un camp entraîne une limitation des droits et des libertés des réfugiés. Donc c'est vraiment quelque chose qui est reconnu par les Nations Unies, et on a simplement on n'a pas de définition de contrainte ou cadre qui viennent préciser aux organisations humanitaires mais aux gestionnaires des camps ce que doit être ou ne doit pas être un camp. On a simplement des indications et des limitations sur un objectif, l'objectif humanitaire de ce camp. Donc le camp humanitaire peut être défini en conclusion comme étant un camp d'accueil dans les faits, mais qui doit être temporaire car répondant à une urgence, et de protection car destiné à une population en situation de vulnérabilité, les personnes en situation d'exil, mais qui entraîne nécessairement des limitations des droits et des libertés des réfugiés ou en leur imposant des obligations, car en n'intégrant pas les réfugiés dans un état hôte. Donc en fait, il faut vraiment faire un travail de réflexion inverse, c'est qu'il faut partir du fait que les réfugiés ne sont pas accueillis dans l'état hôte, raison pour laquelle on en vient à créer un camp de réfugiés, mais il faut nécessairement intégrer que le camp de réfugiés doit être temporaire, et c'est tout le problème aujourd'hui, c'est que la question de la temporalité des camps de réfugiés, elle est complètement endiguée, et on est véritablement dans des problématiques de pérennisation des camps de réfugiés. Si on regarde les fondements juridiques qui
pourrait éventuellement apporter une définition ou un cadre à cette notion, mais il n'y en a toujours pas. La construction de camps ne relève d'aucune base légale. Je vous ai pris 3 exemples de dispositions internationales qui pourraient éventuellement nous apporter un éclairage sur cette question. La Convention de Genève de 1951, il n'y en a pas. Au contraire, le seul article qui fait référence justement à des potentiels, qui fait référence à la liberté de circulation des réfugiés, mais justement en avant ce nécessaire respect de la liberté de circulation des réfugiés, et à aucun moment fait état de la possibilité pour les États de restreindre cette liberté de circulation pour justement les accueillir dans un camp. Il en va de même pour la Convention européenne des droits de l'homme qui fait le même constat, à savoir que les réfugiés ne peuvent pas, on peut pas les restreindre en termes de liberté. Et il en va également de même de la Convention de Kampala de 2009, qui est la Convention de l'Union africaine sur la protection et l'assistance aux déplacés internes en Afrique. Et ce qu'on retrouve comme point commun en fait, pour ces 2 dispositions, c'est que les seules exceptions qu'on peut retrouver en matière de restriction de liberté, c'est tout ce qui concerne les questions de sécuritaire et de menaces que l'État aurait pu identifier. Et c'est que ces justifications qui peuvent justement entraîner des restrictions claires en termes de mouvement et de circulation pour les réfugiés. Ce qui peut également participer à la réflexion de la définition de cette notion, donc les camps de réfugiés, c'est aussi les typologies donc, des camps de réfugiés. On peut en identifier 2. On peut vraiment aborder cette question sous 2 points de vue. Le point de vue plus de la doctrine, donc, je vous renvoie également à l'œuvre de Michel Ager qui lui propose une classification en 4 catégories et qui se base, comme vous pouvez le voir, plus sur le public qui est accueilli pour définir les camps de réfugiés. Donc il est question des camps de réfugiés, les camps de déplacés internes, les centres de rétention administrative et les camps auto-établis, donc, qui sont plus destinés à accueillir des camps des migrants. Et le deuxième travail de classification, de typologie de camps qui est fait, c'est plus le point de vue donc, humanitaire, et qui est plus donc là à des fins plutôt de logistique humanitaire, le HCR identifie 6 modes d'hébergement des réfugiés, donc les camps planifiés qui répondent à des standards internationaux, donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les camps humanitaires, les camps officiels, les camps auto-installés qui sont donc les camps migrants, les centres collectifs, les camps de transit et les résidences privées ou individuelles, et enfin la catégorie désignée inconnue, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment des hébergements qui sont inconnus et dont on n'arrive pas à savoir où les réfugiés ont pu s'installer. Donc comme on peut le voir vraiment du point de vue de la doctrine, on va plus faire une classification des camps selon le public qui va être accueilli dans ces structures, tandis que du point de vue humanitaire, c'est plus des classifications d'ordre purement logistique. Donc voilà, ça peut participer à la réflexion, la définition du camp. Donc sur la question de la pérennisation des camps, ce que je vous disais, c'est vraiment une question qui est centrale aujourd'hui, qui préoccupe beaucoup le HCR. On en parlera aussi tout à l'heure, parce que le HCR a entamé depuis 2014 une cellule de réflexion sur les alternatives aux camps. C'est très 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 théorique pour le moment, il n'y a pas de solution concrète qui peut être proposée sur le terrain, mais il y a quand même ce travail de réflexion en fond. Et donc en principe, le HCR envisage 3 types de solutions durables, donc le HCR mais aussi les autres gestionnaires onusiens, concernant le traitement des réfugiés. Donc ces 3 solutions, je pense que vous les connaissez probablement, c'est l'intégration du réfugié dans le pays d'accueil, le rapatriement volontaire du réfugié dans son pays d'origine, et enfin la 3e solution, c'est la réinstallation dans un pays tiers. Donc les camps en principe planifiés ne sont utilisés qu'en dernier recours. Sauf que dans la pratique, on se rend compte que le camp est une solution de facto durable, et la doctrine l'appelle d'ailleurs la 4e solution du HCR. Parce que dans les faits, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a une durée de vie moyenne aujourd'hui des camps de réfugiés qui est assez alarmante, donc 12 ans en moyenne, et on a des facteurs de pérennisation dont on n'arrive pas à trouver des solutions. Donc bien entendu, les conflits, le HCR ne peut pas trouver des solutions sur les conflits à proprement parler, mais on a également des facteurs de pérennisation qui sont propres à la logistique humanitaire, et c'est assez important de creuser ce point, puisque la logistique humanitaire, globalement, aujourd'hui dans les camps, on vit un peu au jour le jour, c'est-à-dire que tous les jours, on va distribuer tant de nourriture, on va distribuer tant d'eau, on va veiller à ce que chaque réfugié ait un habitat digne,
mais on ne pense pas à l'après. Et donc c'est toute cette absence de réflexion sur l'après et sur l'autonomie des réfugiés qui est problématique dans cette question de pérennisation des camps. Et enfin, on a également un point dont on ne parle pas beaucoup, mais il y a un certain nombre d'États qui financent les camps directement pour justement veiller à éloigner les réfugiés, et ça arrange beaucoup d'États d'avoir justement des zones très fermées qui sont à quelques kilomètres d'une frontière pour surveiller les réfugiés, pour être sûr qu'ils ne vont pas porter atteinte à leur propre sécurité. Et c'est une manière de gérer de loin ce que Michel Agy appelle les indésirables. Et donc les conséquences de cette pérennisation, donc on se rend compte que plus un camp dure dans le temps, plus les besoins des réfugiés se diversifient et se multiplient. Et c'est là toutes les défaillances des humanitaires qui sont sur le terrain, c'est qu'ils ne se rendent pas forcément compte du fait qu'un réfugié qui vient de s'installer dans un camp n'a pas du tout les mêmes besoins qu'un réfugié qui est dans un camp depuis 10 ans et qu'un réfugié qui est dans un camp qui vit dans un camp depuis 15 ans. Vraiment, les besoins des réfugiés se diversifient, se multiplient, et il faut être véritablement en mesure de s'adapter aux besoins des réfugiés qui vivent selon la période, selon le temps qu'ils ont passé dans le camp. Parmi les conséquences qu'on peut également mettre en lumière du fait de la pérennisation des camps, c'est aussi l'isolement. Donc la question de l'enfermement revient beaucoup dans les travaux qui sont faits sur la question des camps. Il y a un certain nombre de camps qui sont fermés, ce ne sont pas juste des zones d'assistance humanitaire, c'est aussi des zones dans lesquelles les réfugiés peuvent être fermés. Il faut des autorisations pour sortir, et parfois elles sont même refusées même pour des motifs de professionnels ou de travail. Donc la question de l'enfermement revient très souvent dans les camps qui ont tendance à se pérenniser. Et donc toutes les conséquences de l'enfermement, donc des questions de santé mentale, des questions de violence et des questions d'addiction qui reviennent souvent dans des camps qui justement ont duré un certain nombre d'années. Il y a également donc la dépendance au camp. Donc quand on dit dépendance au camp, c'est humanitaire. C'est ce que d'ailleurs révèle beaucoup les derniers rapports du HCR, c'est que le HCR pointe du doigt cette dépendance au camp, puisqu'on se rend compte en fait que ça devient très compliqué de réinsérer des populations dans leur pays d'origine ou même dans le pays hôte quand elles ont passé un certain nombre dans un camp. Quand vous avez passé 12 années en étant complètement dépendant d'une logistique humanitaire, c'est très très compliqué pour retrouver une autonomie qui vous est personnelle, qu'elle soit professionnelle, familiale ou quelconque. Donc c'est très très compliqué. Donc il y a la question de la dépendance du camp au camp préoccupe donc beaucoup également les gestionnaires. Et puis on retrouve aussi les questions de privation de droits et libertés qui sont très 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 larges, donc qui vont au-delà de la question de l'isolement. Et l'appropriation des lieux par les réfugiés. Alors c'est un point qui est plus rare, mais il faut savoir qu'il y a des camps, passé un certain délai, ils s'approprient les lieux, et arrive un moment où ce sont les réfugiés eux-mêmes qui ne veulent pas quitter le camp parce que ça devient un lieu de vie en fait pour eux. Le camp de Dadaab par exemple, il y a une enquête qui a été faite par MSF, et plus de 85% des réfugiés ne voulaient pas quitter le camp. Donc on a vraiment aussi parfois des idées reçues. On a tendance à croire que voilà, donc dans certains cas effectivement ça peut être un lieu qui peut être complètement rejeté par des réfugiés. Et dans d'autres, ce sont les réfugiés eux-mêmes qui en font un lieu de mémoire presque de leur exil, et ils s'approprient complètement ce lieu d'exil, et dans certains cas, ce sont les réfugiés qui ne veulent pas quitter ces lieux qui effectivement initialement sont conçus pour être temporaires, mais du fait de leur pérennisation, ça devient véritablement des lieux de vie à part entière pour les réfugiés. Donc sur les alternatives au camp, le HCR est parti d'un constat, donc c'est un constat, donc c'est pas le HCR qui a initié des alternatives au camp pour les réfugiés, mais vraiment on s'est rendu compte que depuis 2007, les réfugiés en milieu urbain étaient statistiquement plus importants que les réfugiés vivant dans les camps. Donc en 2018, 31% des réfugiés dans le monde vivaient dans des camps et 69% donc, vivaient en milieu rural ou urbain. Donc les objectifs des alternatives au camp, c'est d'éviter d'installer donc systématiquement de nouveaux camps, donc éviter vraiment cette réflexion de l'installation systématique des camps quand on est confronté à un flux de population en exil, mais également travailler sur l'autonomisation des réfugiés.
Les limites c'est la question des alternatives au camp, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que depuis 2014, vraiment, il y a une cellule vraiment de réflexion et d'innovation sur les alternatives au camp au HCR, mais on manque d'objectifs et de recommandations concrètes, c'est encore très théorique. Et d'ailleurs, je vous renvoie au dernier rapport du HCR, et dans lequel il conclut tout simplement: les camps resteront une caractéristique de l'exil des réfugiés. Donc vraiment, on est dans un pragmatisme et réalisme de fait. Donc les camps resteront formellement un outil de gestion des flux migratoires, même si la question des alternatives est très prégnante. Et donc dans le cadre de nos travaux, pourquoi j'en parle? Parce que dans le cadre des travaux de l'Observatoire des camps de réfugiés, on a vocation à terme avec justement le comité d'honneur, et c'est pour ça qu'on essaie de s'entourer d'un maximum d'experts. On essaye et on voudrait à terme être source de propositions alternatives aux camps et au recours systématique à l'encampement des populations, et faire émerger des bonnes pratiques dans les camps, ou justement des pratiques qui permettent de réduire la durée de vie du camp de réfugiés, et donc penser à l'insertion des réfugiés dans les pays hôtes, et repenser donc leur autonomie. Donc on passe, je ne sais pas si j'étais trop vite, mais on va passer du coup à des travaux d'observation. Donc ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est qu'au sein de l'Observatoire, donc aujourd'hui on a 70 contributeurs. Chaque contributeur sur cette première année d'activité, donc parce que l'Observatoire n'existe que depuis mai 2019. On a officiellement commencé nos travaux d'observation depuis septembre 2019, donc c'est vraiment tout récent. Cette première année d'activité, on s'est vraiment attardé sur une observation théorique des camps, c'est-à-dire que chaque contributeur a choisi 2 camps sur lesquels il allait travailler cette année. On a fait une première phase d'études qui concernait donc, le mois de septembre jusqu'au mois de décembre, et sur lesquels chaque contributeur a travaillé sur un camp, et pour lequel il a élaboré une fiche explicative pour présenter ce camp. Donc, je vous ai ramené 3 fiches pour celles et ceux qui voudraient les consulter. Et la deuxième phase de l'année, donc à partir de janvier à avril, les contributeurs et contributrices de l'Observatoire travaillent sur leur 2e camp, et donc ils vont élaborer une 2e fiche, une fiche explicative sur le camp qu'ils ont choisi. Et ce n'est qu'à partir de l'année prochaine qu'on va officiellement débuter nos missions de terrain. On avait besoin de cette année pour travailler théoriquement sur cette question, puisqu'on ne peut pas aller sur le terrain comme ça, il faut quand même en amont travailler et étudier ces questions. Et surtout, on est vraiment dans la phase de recherche de financement, puisque pour préserver nos observations et l'indépendance de nos observations, on ne peut pas recevoir de fonds venant des États, on ne veut pas et on ne peut pas recevoir de fonds venant des gestionnaires des camps, donc le HCR, l'OIM et tous ces gestionnaires onusiens. Donc du coup c'est très limité. On va essayer de vraiment se focaliser sur des entités privées, des entreprises ou des fondations pour pouvoir financer nos missions de terrain l'année prochaine. Donc sur nos observations, je précise, ce sont des observations théoriques dans la mesure où elles sont basées sur un travail de recherche, des sources publiques, donc vous pourrez vous retrouver si vous faites des recherches sur ces camps-là. Et ce n'est qu'à partir de l'année prochaine qu'on aura des retours de terrain proprement parler pour l'Observatoire. On va commencer par un premier camp, donc le camp de réfugiés centrafricains d'Amboko, qui est au Tchad. Donc, il est situé vraiment à 15 minutes de la ville de Gorée, qui est la principale ville du sud du Tchad, et qui est elle-même située à 25 km de la frontière avec la République centrafricaine. Donc, il faut savoir que le Tchad accueille à lui seul plus de 400 000 réfugiés et demandeurs d'asile, et parmi eux, on a plus de 100 000 réfugiés centrafricains, principalement au sud, et qui fuient en fait les conflits qui sont les conflits du nord de la Centrafrique. Il faut savoir que plus de 80% du territoire centrafricain est sous la coupe d'une quinzaine de groupes armés. Donc voilà, on est vraiment dans une situation de violence globalement assez généralisée dans ce pays. Et donc le Tchad est également le premier pays d'accueil des réfugiés centrafricains, deuxième nationalité de la population de réfugiés au Tchad, après les Soudanais. Donc pour ce camp-là, qui a été installé le 11 juin 2003, on a actuellement plus de 11 000 réfugiés qui sont accueillis dans ce camp. On a 53% de femmes en termes de dynamique démographique et 47% d'hommes.
Il y a également 53% de mineurs qui sont dans ce camp de réfugiés et parmi eux, 4% d'enfants qui sont séparés ou non accompagnés, donc qui sont vraiment en situation de vulnérabilité, qui sont totalement isolés. Sur la gestion du camp, donc, elle est assurée par le HCR et la Commission nationale d'accueil et de réinsertion des réfugiés. Généralement, c'est vraiment des indicateurs qui vous permettent de voir le rôle de l'État, le rôle que joue l'État dans la gestion et l'administration des camps. Si c'est uniquement le HCR, c'est que véritablement il a tout délégué. Et souvent, en fait, ce qu'on a, ce sont des commissions, des autorités qui ont été créées spécialement pour la gestion des flux migratoires. Et donc là, c'est vraiment un cas très concret, c'est que le Tchad a mis en place une commission nationale d'accueil et de réinsertion des réfugiés, mais également le détachement pour la protection des humanitaires et des réfugiés, donc la DPHR, qui assure la sécurité des réfugiés, mais aussi, si besoin, la sécurité des humanitaires. Donc il a vraiment un rôle très très important sur la gestion et l'administration du camp. Sur le système d'octroi de protection, on est ici dans un cas de figure d'appréciation de prima facie, donc ça veut dire qu'on considère que toute la population qui s'est installée dans le camp est assimilée à des réfugiés. Il n'y a pas d'entretien individuel pour octroyer une protection personnalisée à chaque réfugié. On considère qu'ils ont tous fui des situations d'insécurité généralisée. Et donc, il y a une protection qui est octroyée à tout le monde par le HCR. Et donc, sur les services qui sont assurés dans le camp, donc on a un certain nombre de services qui sont assurés conjointement par le HCR, mais également par les partenariats qu'il peut avoir avec l'État tchadien. Donc on a un centre de santé, sur le plan de l'éducation, on a une école maternelle et une école primaire. Ce qui est intéressant dans ce camp, c'est que le Tchad a ouvert l'éducation secondaire aux réfugiés en leur faisant bénéficier un accès à l'éducation du village qui se trouve à proximité du camp. Et donc c'est, en tout cas du point de vue de l'Observatoire, c'est quelque chose qui est très positif, puisque ça évite l'entre-soi des réfugiés, et ça permet aux réfugiés aussi d'avoir un contact, de se faire des amis. Donc là on parle vraiment d'enfants, de se faire des amis, des copains avec la population du pays hôte. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant et qui peut être très bien perçu du point de vue des réfugiés. Et donc là, pour le secondaire, il est assuré en dehors du camp, donc au collège de Beureux, qui est dans un village à proximité du camp. On a 23 puits de forage opérationnels, 440 latrines, 10 centres communautaires, et là également c'est un point qui est très important, c'est que le Tchad a mis en place 10 centres avec le HCR, a mis en place 10 centres communautaires qui proposent justement des programmes très très concrets d'insertion et d'autonomisation des réfugiés. Donc c'est vraiment typiquement ce genre d'initiative qui permettent d'éviter des questions de pérennisation dans le camp et qui permettent de prévoir l'après, c'est-à-dire que le jour où le camp sera fermé, peut-être qu'un certain nombre de réfugiés ont pu repenser soit leur projet professionnel ou même essayer d'être formés sur des questions ou des centres d'intérêt qui leur sont propres et qui peuvent être assurés par le Tchad, par le pays hôte, donc là en l'occurrence le Tchad et le HCR. Sur les problèmes et les besoins qu'on a pu observer dans ce camp, on a en premier point la question de la malnutrition, puisque selon le programme alimentaire mondial, donc, le Tchad est le 2e pays au monde le plus touché par l'insécurité alimentaire. Il est en effet classé 118e sur 119 pays dans l'indice de la famine dans le monde. Et donc dans le camp, on recense énormément de cas de malnutrition. Vous avez le détail ici sur les types de malnutrition qui sont recensés, leur pourcentage. Et également, on a un deuxième problème qui a pu être recensé et qui concerne là plus précisément les filles et les femmes qui sont installées dans le camp, puisqu'on a recensé un certain nombre de données qui faisaient état de MGF, donc les mutilations génitales féminines qui sont faites, donc c'est l'excision, qui sont pratiquées sur des femmes et des jeunes filles qui se trouvent dans des camps, et également des problématiques liées aux violences sexuelles. On va passer au deuxième camp, qui est à mon sens le plus complexe aujourd'hui. C'est vraiment le camp le plus complexe qu'il a présenté, parce qu'il a un contexte d'installation qui est très très particulier, qui est très politisé et qui est historiquement assez lourd. Donc les camps de réfugiés sahraouis de Tindouf, qui se trouvent en Algérie.
Donc il faut savoir que l'Algérie accueille depuis 1976 les réfugiés sahraouis à Tindouf et qui sont répartis en réalité dans 5 camps, donc ce qu'on appelle ici un complexe de camps. Donc on parle généralement du camp de Tindouf, mais en fait le camp de Tindouf c'est 5 camps bien distincts. Donc les camps de El Yaoun, Boujdour, Dakhla, Smara et Auxerre. Ce qui est très très important dans ces... je vous parlerai après de l'autorité de la RAZ, mais ce qui est très important dans les noms qui sont donnés aux camps de réfugiés sahraouis, et c'est une problématique que moi je retrouve également à la Cour nationale du droit d'asile quand j'ai des dossiers de Sahraouis à instruire, de demandeurs d'asile sahraouis, c'est que les réfugiés sahraouis ont donné des noms aux camps qui correspondent aux villes qu'ils ont fui dans le Sahara occidental. Donc c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, on s'approprie les lieux d'exil pour en faire des lieux de mémoire de sa situation d'exil. Et donc il y a énormément de confusions qui sont faites par des personnes qui travaillent sur ces questions entre le nom des camps, enfin la provenance, parce qu'on confond généralement la provenance qui peut être un camp, mais qui peut être aussi la ville du Sahara occidental. Donc nous, quand on a un réfugié sahraoui qui nous demande l'asile à la CNDA et qui précise qu'il vient de Smara, par exemple, on a très très peu d'avocats et très très peu de rapporteurs qui font le lien en disant est-ce que c'est un réfugié sahraoui qui vient du camp de Smara à Tindouf ou est-ce que c'est un réfugié sahraoui qui vient véritablement du Sahara occidental et de la ville de Smara du Sahara occidental. Donc c'est assez particulier. Là on a vraiment un cas très concret dans lequel les réfugiés se sont appropriés les lieux d'exil au point de donner un nom qu'ils ont eux-mêmes choisi aux camps dans lesquels ils se sont installés. Et ils peuvent se le permettre, pourquoi ? Parce que les camps sahraouis ont une gestion qui leur est assez propre, puisqu'ils sont gérés par la RASD, donc la République arabe sahraoui démocratique autoproclamée, puisqu'elle n'est pas reconnue par les Nations Unies comme étant un État, mais elle est reconnue par l'Union africaine comme un État africain. Donc on est vraiment dans un entre-deux. Il y a beaucoup de revendications d'indépendance, je pense que vous pouvez le savoir. Et donc voilà, il y a une gestion qui est assez atypique dans ce camp de réfugiés, puisque l'État algérien a fini par déléguer tout pouvoir de gestion et d'administration des camps aux autorités de la RASD. Un point tel que la jurisprudence de la Cour de la CNDA où je travaille actuellement s'est tellement emmêlé les pinceaux avec cette histoire parce que quand on a un demandeur d'asile qui vient à la Cour, on doit définir quelles sont les autorités qui sont en charge de sa protection. Donc généralement, quand vous quittez un État, c'est l'État que vous avez quitté qui initialement était en charge, en principe, de votre protection. Quand ce sont des réfugiés qui quittent les camps de Tindouf, des réfugiés sahraouis, arrivé à un moment donné, il fallait trancher la question de savoir si c'était les autorités algériennes qui étaient responsables de leur protection, ou est-ce que c'était les autorités de la RASD. Et donc il y a eu énormément de revirements de jurisprudence sur cette question. Et l'État algérien a fini par déclarer qu'il déléguait tout pouvoir de gestion d'administration des camps à la RASD. Et donc aujourd'hui, tous les réfugiés sahraouis qui se présentent pour une demande d'asile en France, on étudie leurs craintes personnelles vis-à-vis des autorités de la RASD et non pas des autorités algériennes. Donc le camp Tindouf a été installé, le complexe de camp Tindouf a été installé, parce que c'est un peu tentaculaire, il a évolué au fur et à mesure des années. En 1976, aujourd'hui, on recense plus de 173 000 réfugiés qui sont installés dans les complexes de 5 camps, 51% d'hommes, 49% de femmes, 37% de mineurs et 10% de personnes âgées de plus de 60 ans. Donc là aussi, on a vraiment un critère qui nous permet très vite de voir comment, d'identifier un camp qui a passé des étapes de pérennisation, c'est quand vous retrouvez des personnes qui sont très âgées dans le camp. Parce que généralement, les personnes qui partent, qui ont les moyens de partir, qui sont en situation d'exil, ce sont des personnes qui sont relativement en bonne santé. Et quand vous retrouvez dans un camp des personnes qui sont âgées de plus de 60 ans, une bonne partie, en plus que là on est vraiment à 10% de personnes qui sont âgées de plus de 60 ans, c'est vraiment des critères qui nous permettent de savoir que c'est un camp effectivement qui dure depuis un certain nombre d'années, parce que les gens vieillissent du coup dans ce camp. Donc sur la gestion du camp, elle est assurée donc, conjointement par
le HCR et les institutions sahraouis. Donc l'ARASD, c'est vraiment, il faut voir ça comme un État. Hein. Donc il a des institutions, il a des ministères qui gèrent ces camps et des ONG internationales. Sur le système d'octroi de protection, c'est ce que je vous disais, tout le système d'octroi de protection est sous la responsabilité de la RASD. Et sur les services qui sont assurés dans le camp, on est vraiment dans un camp qui est très très bien développé et qui a vraiment une gestion presque de ville. En fait. Donc on a des hôpitaux régionaux dans chaque camp, on a des centres administratifs dans lesquels des réfugiés peuvent venir s'enregistrer ou demander des papiers, etc. On a les dispensaires, on a 28 écoles, 8 écoles secondaires, on a énormément de services qui sont bien assurés hein, relativement par la RASD, c'est bien organisé. Et donc on a également des services de distribution de nourriture qui sont assurés par le PAM et le HCR. Et ce qui est important aussi dans les services qui sont assurés dans le camp, c'est que de plus en plus on a des services qui participent à l'évolution de la structure du camp, puisqu'on est dans des camps qui sont de plus en plus en dur, donc on n'est pas dans une configuration de tente dans ce cas de figure. Et donc pour beaucoup de réfugiés, ce sont vraiment des maisons en fait, qui sont en train d'être construites, pour la plupart en briques. Et donc la RASD et les gestionnaires du camp essayent de répondre du coup, à ce nouveau besoin des réfugiés. Sur les problèmes et les besoins des réfugiés, donc on a un problème d'accès à l'énergie. Il faut savoir qu'aucun camp ne dispose d'un éclairage public la nuit. L'Aïoun est le seul camp indépendant en énergie électrique grâce à des panneaux solaires. On a également des questions de malnutrition et d'anémie, mais qui restent relativement faibles par rapport à d'autres types de camps. Et on a des problématiques liées plus à la gestion des déchets, en raison du complexe de ce 5 camps qui est assez tentaculaire, vraiment, qui se sont développés au fur et à mesure des années. Et donc la question des gestions des déchets est problématique dans les 5 camps. Et puis on a les problèmes qu'on a pu recenser, nous, dans nos travaux d'observation, c'est la vulnérabilité des personnes du fait de leur mode d'habitation. C'est ce que je vous disais, on est vraiment dans une structure de transition sur les lieux de vie des réfugiés, et donc ça reste des lieux de vie qui tendent à être des lieux de vie en dur, donc plus dans des bidonvilles ou des tentes, mais qui mettent quand même les réfugiés dans une situation de vulnérabilité, puisqu'il suffit qu'il y ait une intempérie, et puis en fait ce sont des maisons qui, comme elles sont faites en briques, elles sont détruites automatiquement dès qu'il y a une intempérie ou des problèmes climatiques. Et enfin, la situation des droits humains. C'est un problème qui est assez opaque, puisque la dernière fois que le Human Rights Watch a pu intégrer le camp de Tindouf, ça date de 2013, et les conclusions de Human Rights Watch étaient assez alarmantes sur les questions des droits humains. On a pu recenser notamment des questions d'enrôlement forcé dans l'armée, puisque la RASD est une armée. Même si globalement tous les réfugiés adhèrent à la cause sahraoui et sont d'une manière ou d'une autre prêts à réclamer, à participer aux réclamations d'indépendance, il y a quand même des problématiques en interne, puisque en fait on a un État à proprement parler qui gère ce camp et qui donne très très peu de visibilité sur les questions de droits humains dans les camps. Donc à la Cour, j'ai pas mal de dossiers sahraouis qui peuvent quitter les camps de Tindouf et qui se sentent pas du tout protégés justement par les autorités de la RASD, et qui parfois peuvent se sentir persécutés par les autorités de la RASD. Mais c'est une question qui reste très très opaque, sur laquelle on essaie vraiment de travailler pour avoir plus de sources. Mais comme je vous le disais, les dernières fois où des observateurs des droits humains ont pu se rendre dans les camps de Tindouf, on monte à 2013. On n'a pas de données plus récentes sur la situation des droits humains dans les camps de Tindouf. On arrive au 3e et dernier camp pour qu'on ait quand même une petite demi-heure sur le temps d'échange. Donc c'est le camp de réfugiés syriens d'Azraq qui est en Jordanie. Je pense que vous avez tous entendu parler de l'accueil des réfugiés syriens en Jordanie. Et si vous avez entendu parler de l'accueil des réfugiés syriens en Jordanie, vous avez probablement entendu parler du camp de Zartali. Et c'est pour ça que je ne vous le présente pas aujourd'hui, parce que c'est un camp dont on a pu beaucoup entendre parler, comme le camp de Dadaab au Kenya. C'est des camps sur lesquels il y a eu énormément de publications. Donc j'ai décidé de vous présenter un autre camp en Jordanie qui est un peu moins connu, mais qui
s'inscrit dans les mêmes conditions d'installation que le camp de Zartali, puisqu'il a été installé justement parce que le camp de Zartali était saturé. Donc c'est un camp qui a vraiment juste été construit parce qu'on avait trop de réfugiés dans le camp de Zartali et on avait besoin d'avoir une autre structure d'accueil pour les réfugiés syriens. Donc quelques données, en 2019 la Jordanie accueillait plus de 600 000 réfugiés syriens, 48% d'entre eux étant des enfants. Il faut savoir que 80% des réfugiés syriens en Jordanie vivent en milieu rural ou en milieu urbain, donc ça renvoie à ce que je vous ai dit au début de la conférence, c'est que sur cette zone-là, le HCR a énormément de mal à recenser les lieux de vie des populations en situation d'exil. Et donc on a 20% des réfugiés qui vivent en Jordanie qui sont dans les camps, et donc les deux camps que je viens de vous citer, le camp d'Azraq et le camp de Zartali. Le camp de Zartali accueillait à lui seul près de 80 000 réfugiés syriens en 2019. Donc sur le camp d'Azraq, il a été installé le 30 avril 2014. Il accueille aujourd'hui plus de 40 000 réfugiés syriens. Il a une capacité d'accueil de 50 000 de réfugiés syriens, pas plus. On a, en termes de composition démographique, donc 49,6% d'hommes, 50,4% de femmes, 60% de mineurs, dont 22% qui sont âgés de moins de 5 ans. Donc là aussi, vraiment, nous, on s'attarde toujours dans nos travaux d'observation à identifier les dynamiques démographiques du camp, parce que généralement, ça nous permet très très vite de faire les liens avec les services qui sont assurés. Un camp où vous avez 60% de mineurs, on se doute bien que les services qui vont être assurés vont essayer de répondre aux besoins de cette population-là en priorité. Donc c'est un peu la spécificité du public, des réfugiés syriens, c'est qu'effectivement on a énormément de mineurs. Sur la gestion du camp, elle est assurée conjointement par les agences onusiennes, donc là en l'occurrence le HCR est très présent dans les camps de réfugiés syriens en Jordanie, et l'État jordanien qui intervient via la SRAD, donc la direction des affaires de réfugiés syriens. Donc sur le système d'octroi de protection, la Jordanie n'est pas signataire de la Convention de Genève de 1951, donc tout ce qui relève la détermination du statut de réfugié dans le camp est assuré par le HCR, donc via des entretiens individualisés avec les Syriens. Sur les services qui sont assurés dans le camp, donc on retrouve vraiment des services qui sont intrinsèques à la gestion d'un camp, donc la question de la distribution de nourriture, la question de l'éducation qui est ici beaucoup assurée par l'UNICEF, l'accès à l'eau potable, les soutiens psychologiques. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, étant donné qu'on a énormément de mineurs dans le camp, il y a un dispositif qui a été mis en place par des ONG allemandes pour apporter un soutien psychologique, notamment aux mineurs, du fait justement des conflits qu'ils ont fui en Syrie. On a également un accès donc, à l'énergie. Tous les abris au sein du camp ont accès au réseau électrique. Et petite innovation, parce que la HCR travaille énormément sur le volet un peu sur le développement des structures d'habitation des réfugiés. Et la fondation IKEA travaille beaucoup sur la manière dont on peut repenser les structures, les habitats des réfugiés. Et donc ils ont créé le premier camp de réfugiés au monde alimenté ici par des énergies renouvelables. Donc Azraq, c'est une première sur ce dispositif. Et enfin, sur les questions des problèmes et des besoins des réfugiés qu'on a pu recenser dans ce camp, on a la question de la vulnérabilité, puisqu'on a plus de 1200 réfugiés qui présentent dans le camp qui souffrent d'un handicap. Donc ça représente quand même 3% des réfugiés qui sont accueillis dans ce camp. Et on a 240 enfants qui sont non accompagnés, séparés, complètement donc isolés. Sur les restrictions, on a également des restrictions de liberté. Donc là, on est typiquement dans le cas de figure d'un camp qui est fermé, où on peut vraiment avoir des problématiques d'enfermement à terme, puisque toute personne souhaitant quitter le camp doit effectuer une demande d'autorisation, et signifiant qu'il n'est pas garanti que l'individu puisse quitter le camp, y compris pour des motifs de travail. Donc vous n'avez aucune garantie de pouvoir quitter le camp. Il faut systématiquement du camp. Et puis c'est vraiment au bon vouloir. Tout dépend des motifs pour lesquels vous quittez ce camp, mais en tout cas vous n'avez aucune garantie de le quitter. On a également les problématiques liées au travail des enfants, puisque 47% des revenus des foyers des réfugiés viennent du travail des enfants en Jordanie, ce qui contribue donc à la faible scolarisation des enfants réfugiés
dans ce pays. Et on a donc les questions d'enfermement. Il faut savoir qu'en 2014, on a eu plus de 8000 réfugiés syriens qui ont été dirigés vers ce camp contre leur gré. Donc ils ont été obligés de s'installer dans ce camp de réfugiés. Et l'intégralité du camp est entourée d'une clôture en grillage, barbelée et d'un fossé. Il y a une entrée principale au camp et cette entrée principale est contrôlée par l'armée jordanienne. Donc là, on est vraiment typiquement dans une structure qu'on peut véritablement, sans l'Observatoire, dénoncer comme une structure d'enfermement, à proprement parler, et on peut très facilement mettre en lumière des restrictions de liberté des réfugiés qui vivent dans ce camp. Un dernier mot sur les camps qui sont en Jordanie, sur le camp de Zartali. Récemment, on a participé à une conférence sur les nouvelles technologies dans le milieu humanitaire, et donc on a essayé d'apporter un éclairage sur la question des nouvelles technologies dans les camps. Il y a énormément, le HCR travaille énormément avec des entreprises privées, des fondations, des entreprises comme IKEA, pour expérimenter un certain nombre de choses dans les camps. Et du point de vue humanitaire, c'est vu comme étant des progrès, sauf que du point de vue des réfugiés, c'est vu comme étant une énième contrainte, une énième obligation. Je prends l'exemple du camp de Zartali, où il y a deux, qu'on a pu évoquer du coup à la conférence à laquelle on a participé. Il y a deux supermarchés dans le camp de Zartali, et les réfugiés syriens payent avec leur empreinte rétinienne. Ils scannent leur œil en fait devant une machine, et c'est comme ça qu'ils peuvent payer des courses qui s'achètent dans des supermarchés qui sont implantés dans le camp. Ils ont $50 par mois, chaque réfugié a $50 par mois, et ils sont obligés de dépenser ces $50 par mois dans ces deux supermarchés uniquement, et uniquement avec ce mode de paiement. Et donc c'est une entreprise américaine qui a mis en place ce dispositif dans ces camps. Et cette entreprise américaine prend 1% sur chaque transaction qui est faite par les réfugiés. Et donc le HCR a autorisé ce genre d'implantation dans les camps, et ça a été pas mal dénoncé par la doctrine et par le fait que voilà, le HCR essayait de faire émerger un nouveau réfugié, un réfugié numérique. Donc voilà, il y a un volet qui tend vraiment qu'il faut surveiller, en tout cas de mon point de vue. C'est justement l'expérimentation des nouvelles technologies, et qui passe souvent qui passe dans un certain nombre de camps. Donc voilà, c'est quelque chose à surveiller puisque ça se met en place de plus en plus. Donc c'est un volet qu'il faut surveiller. Enfin, je vous le dis parce que vous avez vocation à travailler sur les questions humanitaires, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel nous on est très regardants et qu'on surveille et qu'on n'hésitera pas à dénoncer. Donc j'en termine avec une citation que j'utilise pour illustrer ce qui est pour moi un camp. L'exil commence lorsque le présent est confisqué, quand on est condamné à rêver le temps d'avant et attendre l'avenir. Et pour moi, c'est typiquement ça, un camp. C'est un lieu de vie dans lequel votre présent a été confisqué et dans lequel vous êtes coincé entre le passé et l'absence et l'attente d'un avenir. Et voilà, merci beaucoup m'avoir écouté sur ces questions, et j'espère que d'une manière ou d'une autre vous participerez à ce que le temps d'attente de millions de réfugiés soit le moins long possible. Merci. Bonsoir. Alors, si vous avez des questions, levez la main et je vous donnerai le micro. Il y a des questions. Alors, j'ai une question, c'est Rima, à un moment tu as parlé d'alternatives à l'encampement. Est-ce que toi tu as des pistes d'alternatives à proposer? Non, parce que sinon j'arrête l'observatoire et puis je vais directement sur le terrain et je ramène... Non, on n'a pas du tout pour le moment d'alternative, c'est vraiment quelque chose qui est très très complexe. En fait, on a ce
ce qui est compliqué en fait sur cette question, c'est qu'on n'a pas d'homogénéité dans la manière dont les camps sont installés. On a des manières de gérer les camps qui sont très très différentes selon le bon vouloir des États qui accueillent ces camps. Donc la question des alternatives est assez prématurée pour nous pour le moment. Pour le moment, on a travaillé que sur 50 camps. Sur la deuxième partie de l'année, on va travailler sur 50 autres camps. Donc à la fin de l'année, du première année d'activité, on va être à une centaine de camps. C'est très très peu par rapport au nombre de camps qui sont installés dans le monde. Donc c'est très tôt pour que nous, on puisse vraiment faire un travail d'étude d'ensemble et avoir suffisamment de retours pour commencer à proposer des alternatives aux camps. Et surtout que je pense que les alternatives au camp, elles sont pas uniformes. Je veux dire, c'est pas une alternative au camp. Il faut vraiment proposer des alternatives personnalisées selon les régions dans lesquelles on est, selon les pays dans lesquels on est, et selon le degré d'investissement aussi des États qui accueillent ces camps. Donc c'est quelque chose qui fera partie de nos travaux, ce que je disais tout à l'heure. Mais pour ça, on a besoin de travailler sur suffisamment de camps théoriquement, donc en faisant des travaux de recherche et des fiches, mais également suffisamment de missions terrain pour proposer des alternatives sérieuses à l'encampement. Donc c'est assez prématuré pour le moment, mais non, je n'ai pas d'alternative et c'est ce qui va nous occuper pour les prochaines années au sein de l'Observatoire. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation, très bref. Je voulais poser parce que je pense que vous savez, il y a beaucoup de camps informels à Kaboul, en Afghanistan. Donc vous avez cité Michel Agier. Je voulais savoir, est-ce qu'il a, dans votre présentation, je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de références effectivement à ces camps informels, notamment les KISS Kaboul informels certainement, en Afghanistan. Donc je voulais savoir, est-ce que c'est un particulier ou c'est parce que vous n'avez pas eu accès? Je pense qu'il y a un problème d'accès aussi dans certaines zones, quoi. Il y a énormément, effectivement, je trouve, bon après c'est pas un jugement, mais je trouve que la HCR, effectivement, il y a énormément de camps qui existent, mais qui ne sont pas autorisés par les États, et que là, effectivement, il y a énormément d'informations à trouver dans ces camps, notamment du côté de Kaboul aussi. Je ne sais pas, est-ce que vous avez... Alors vraiment le problème effectivement ce sont les camps informels puisque ce sont des camps qui sont quasi inexistants, c'est-à-dire que s'il n'y a pas des ONG ou des journalistes qui font un travail d'enquête sur ces camps, on a très très peu d'informations. Donc les camps informels, pour nous c'est très très compliqué une première année d'activité de commencer à travailler dessus. La consigne qui a été donnée au sein de l'Observatoire, c'est de prioriser des camps formels, des camps qui sont installés depuis un certain nombre d'années, pour lesquels on a suffisamment de sources justement pour commencer ce travail d'observation. Mais pour les camps informels, en fait, on a besoin d'enquête de terrain. C'est-à-dire que justement, les camps informels, on n'a pas de gestion officielle. Si on n'a pas de gestion officielle, on n'a pas de retour et de données officielles sur ces camps. Donc le seul moyen d'observer des camps informels, en fait, c'est d'aller sur le terrain. Donc effectivement, il y a des pays où la situation sécuritaire est assez compliquée. Et nous, en termes de priorité pour les premières années d'activité, on ne pourra pas se permettre d'aller, ce que je disais tout à l'heure, au Soudan du Sud, au Soudan ou en Afghanistan. C'est-à-dire qu'on va prioriser vraiment des pays où on a quand même un accès déjà qui est garanti. Et puis quand on aura gagné suffisamment de visibilité, de crédibilité auprès des États, auprès des institutions, auprès du HCR, auprès des ONG internationales, peut-être qu'on pourra aller vers des zones qui sont plus compliquées sur le plan sécuritaire. Juste pour terminer aussi, vous avez parlé du HCR effectivement, mais il y a une coordination voilà, par le biais des clusters ou des OCHA, effectivement, des coordinations inter-ONG humanitaires, donc dont HCR, je crois que dans certaines zones, ils sont partie prenante. Donc je pense que aussi c'est un biais aussi, c'est un moyen de pouvoir accéder à ces camps. Bon, ma connaissance effectivement des équipes à Kaboul n'est pas exhaustive, mais je sais que voilà, il y a le IEM ou ACA, même dans certaines parties de Kaboul ou d'Afghanistan, Gers, ou s'ils ne le font pas, ils le font à travers d'autres associations. Donc ils se rencontrent à travers les clusters, à travers la coordination OCHA. Donc c'est un bon moyen aussi, je pense, d'accéder à ces sources. C'est des camps qui existent par exemple depuis plus d'une dizaine d'années, donc les gens ont fait leur vie là-bas, et puis je pense continueront effectivement leurs enfants malheureusement à faire leur vie là-bas. Donc je pense que c'est... Voilà, vous avez un champ d'investigation assez grand.
Voilà, merci. Mais on ne manquera pas de balayer tous ces endroits d'accueil des réfugiés. Merci. Bonsoir. En fait, j'aurais bien aimé que tu reviennes sur le terme de doctrine que tu as employé, parce que du coup, je viens avec Michel Agieux. Pourquoi tu parles de doctrine et est-ce que c'est Agier qui parle de doctrine? Alors dans doctrine, j'intègre en fait toute la recherche théorique qui est faite sur les camps. Donc moi j'ai travaillé pendant 2 années sur justement de la recherche sur la notion de camp et le droit qui peut être appliqué dans ces camps-là. Et donc voilà, il y a eu pas mal de travaux qui sont pas de l'ordre humanitaire. Donc en fait j'avais juste besoin de distinguer l'approche purement logistique humanitaire, donc qui est celle des gestionnaires des camps, et de celle des universitaires, on peut l'appeler comme ça, des universitaires qui travaillent justement sur la réflexion de ce que c'est un camp, pourquoi est-ce que ça existe. Et celui qui m'a beaucoup inspiré pour ce projet, c'est Michel Agier, parce qu'il a dénoncé très tôt ce qu'il appelait les indésirables. Pour lui, les camps sont juste un mode de réguler des flux migratoires. C'est pas du tout un lieu d'assistance humanitaire. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui me parle de doctrine. Du coup, pour clarifier, c'est vraiment toutes les recherches universitaires qui sont faites sur la notion de camp, sur l'approche des camps humanitaires, pourquoi est-ce qu'ils existent, pourquoi est-ce que c'est une solution qu'on considère aujourd'hui comme étant viable dans le milieu humanitaire. Donc voilà. Il y a beaucoup de travaux dessus. Bonjour. Moi, vous êtes bien la première personne que j'entends parler de tout ce qui est analyse de la rétine, etc. pour les paiements. Et j'ai été assez surpris d'apprendre en fait que la HR avait laissé passer ce type de motion-là. Sous quel type? Comment est-ce que tu as fouillé un peu? Désolé de te tutoyer. Est-ce que tu as fouillé un peu sur la question sur comment est-ce qu'ils ont pu légitimer l'action? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de réaction de la part des autres ONG en termes de dénonciation? On n'en a pas entendu parler à l'international. Et là, on est en train de marchandiser cette aide-là, ce qui est censé être de l'aide, et qui finalement ne l'est pas en suivant un peu la doctrine que tu nous présentais. En fait, ça a été justifié par le HCR comme étant un partenariat avec cette entreprise et le HCR, et ça a été justifié par le HCR comme étant un moyen plus efficace pour les réfugiés de payer. Donc il y avait plus ce système Enfin, ils étaient complètement dépendants d'une structure en fait, pour s'approvisionner en alimentation. Et pour le HCR, il y avait une certaine autonomie en fait, pour les réfugiés pour pouvoir s'approvisionner dans les 2 supermarchés qui ont été installés dans les camps. Et donc c'était juste en termes d'efficacité logistique en fait, dans les camps. Et je pense, après c'est mon avis, je pense que derrière ce genre d'approche, ce qu'on veut aussi éviter, c'est que les réfugiés fassent ce qu'ils veulent avec cet argent. Et comme ça, au moins, on est sûr qu'ils vont l'utiliser que pour des questions purement de subsistance et pas pour autre chose, que ce soit, je sais pas, de la drogue, d'autres choses. Et puis, il y a un autre problème que j'ai pas forcément soulevé parce qu'il concerne essentiellement le camp de Zaatari, en tout cas sur le retour que j'ai pour le moment des travaux. C'est qu'il y a énormément de mariages forcés des jeunes filles mineures syriennes dans les camps. Et donc, il y a un système de vente presque des jeunes filles. Et donc, voilà, je pense que le HCR, derrière il y a une question purement de logique, d'efficacité. D'efficacité, et surtout je pense que derrière au moins on est sûr que la manière dont ils vont utiliser cet argent sera purement et uniquement, en tout cas ils n'ont que la possibilité de dépenser dans $50 par mois qui leur sont donnés par mois dans ces 2 supermarchés. Donc il y a peut-être aussi une volonté de contrôler la manière dont ils vont dépenser cet argent.
Et puis, ce qui est problématique, c'est aussi oui, le lobby de toutes ces entreprises qui cherchent à se faire de l'argent, disons clairement, puisqu'ils prennent 1% sur chaque transaction sur ce public-là. Donc il y a énormément d'entreprises qui assument tout à fait le fait que les réfugiés sont des consommateurs comme les autres et qu'on peut potentiellement en profiter dans la mesure où on a de plus en plus de réfugiés dans le monde. Donc voilà. Le HCR, c'est vraiment... Enfin, il faut le voir vraiment juste comme un gestionnaire, c'est-à-dire qu'il a aussi des dérives en fait, dans sa gestion, il y a aussi des lacunes dans sa gestion, et c'est aussi pour ça qu'on a fondé cet observatoire. Mais l'idée de donner du cash à des réfugiés, c'était déjà dans une optique d'autonomisation. Puis encore une fois, on est dans une optique où on cherche à s'assurer qu'ils ne cherchent pas à vouloir s'installer plus que ça. Donc, bloquer un système comme ça, donner un monopole à une entreprise externe, en plus au niveau des endroits où ils peuvent vendre, ce qui fait que ça coupe le troc. Et puis le troc au niveau des jeunes filles, c'est vraiment triste à dire, mais il va continuer à se faire. Ça va être du troc en compte de la nourriture. Donc, tout à fait, mais je pense qu'il y a aussi une ingérence de l'État jordanien. Parce qu'il faut savoir que l'argent des réfugiés est stocké dans une banque jordanienne. Donc voilà, tout le monde a un petit intérêt dans cette question. L'entreprise américaine qui prend 1%, la Jordanie qui détient en fait les fonds des réfugiés dans ses banques. Et puis le HCR, ça lui facilite un peu la vie parce qu'ils se disent ils se débrouillent, chaque famille se débrouille pour aller s'approvisionner dans les 2 supermarchés du camp. je ne suis pas satisfait, mais merci. Désolée. C'est pas toi, c'est la Mais tu peux trouver des articles sur cette problématique-là. Il y a eu quelques articles qui ont été faits sur ça et des dénonciations justement de journalistes syriens qui sont partis à la rencontre des réfugiés syriens dans le camp, qui les ont interrogés sur ce dispositif. Et on a vraiment 2 discours. Du point de vue humanitaire, c'est vraiment un progrès incroyable. Et du point de vue des réfugiés, c'est juste, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il y a une expérimentation. Et pour beaucoup de familles, c'est une contrainte. Il y a des mères de famille qui disent bon, moi, je ne peux plus envoyer mon fils aller chercher 2-3 bricoles dans le supermarché. Il faut que ça soit moi qui aille, parce que c'est mon empreinte rétinienne qui doit être scannée. Donc voilà, du point de vue des réfugiés, c'est assez mal perçu. Et voilà, encore une fois, c'est aussi pour ça qu'on a fondé ce projet, parce qu'on se rend compte que le retour terrain des réfugiés n'est pas toujours le même, n'a pas toujours le même son de cloche du point de vue des réfugiés, du point de vue des gestionnaires des camps, et on a besoin de redonner un peu un espace de parole et d'expression au public qui est concerné par ce dispositif d'accueil. Bonsoir. J'ai toujours une question en fait, sur la même thématique, l'histoire des empreintes rétiniennes. En fait, l'objectif, c'est pas plutôt à terme de faire un test en Jordanie, puis après de généraliser ça dans tous les autres camps. Au final, je dirais que le contrôle, ça serait plutôt de contrôler les demandes qui sont faites, la demande d'asile en fait, dans un pays, parce qu'on sait qu'à un moment donné, il y avait ce problème-là pour les réfugiés syriens qui arrivaient en Europe, où on avait ce besoin de voir si... je sais plus, il y avait une question avec les accords Dublin 1, 2, etc. Où à partir du moment où ils ont fait une première demande, ils ne pouvaient plus faire une demande dans un autre pays. Est-ce que c'est pas une autre façon déviée peut-être de contrôler ces demandes-là? Non, je pense que c'est tout à fait vrai. Je pense qu'il y a 2 volets dans cette expérimentation. Je pense que l'entreprise se demande si c'est pas quelque chose qu'on pourrait mettre en place dans nos futurs supermarchés. Et donc ils se disent que bon, si ça marche très bien dans un camp, pourquoi pas après démocratiser le concept dans nos villes en fait. Et je pense que le deuxième volet de l'expérimentation, c'est effectivement un outil de surveillance. Et je pense que l'État jordanien est très justement regardant sur, enfin vous l'avez vu, la manière dont l'État jordanien gère ses camps, c'est quand même c'est assez maladif quoi, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans des structures qui sont très 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 fermées. La mendicité est pénalisée en Jordanie, donc s'il y a des enfants syriens qui mendient, ils sont systématiquement arrêtés. Et donc je pense qu'il y a aussi une volonté de l'État jordanien aussi d'avoir un regard sur, de surveiller en fait les réfugiés qui sont dans le camp et d'avoir des données sur eux. Donc
j'ai pas d'explication toute faite sur le pourquoi du comment. Il faudrait vraiment interroger le HCR sur les motivations de la mise en place d'un tel dispositif. Mais voilà, c'est vraiment des questions de partenariat que le HCR a acté avec cette entreprise. Et je pense que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un intérêt vraiment pour les trois acteurs, quoi. Pour les humanitaires, il y a un intérêt, en tout cas il l'explique comme ça. Pour l'entreprise, il y a un intérêt clairement économique. Et pour l'État jordanien, c'est un outil de surveillance. Alors du coup, moi je voulais savoir si vous aviez déjà fait des observations dans les camps de réfugiés en Europe, notamment en Grèce, en Bosnie, et on peut éventuellement aussi parler des camps en Allemagne et en Serbie. Et si vous aviez noté des différences de gestion dans ces camps, sachant que la plupart de ces camps sont gérés par des États, mais quand bien même ils font appel à des ONG et anciennement au HCR. Mais le HCR s'est retiré complètement de l'Europe et maintenant c'est plus ou moins des ONG locales ou européennes qui font partie de la gestion de ces camps. Oui, tout à fait. Donc on a un pôle Europe, ce que je disais tout à l'heure, qui réunit une dizaine de membres. Je n'ai pas pu vous ramener des fiches sur le pôle Europe, elles sont en cours de correction par notre responsable Lisa Zoni sur le pôle Europe. Ils sont un peu plus tardés que les autres à rendre leurs fiches. Mais effectivement, on travaille sur les camps qui sont en Grèce, qui nous occupent vraiment en termes aujourd'hui de préoccupation et d'observation. Et la spécificité du pôle Europe, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on n'a pas énormément de livres parce que c'est des camps qui sont informels, c'est des hotspots qui sont gérés aujourd'hui pour la plupart par les États. Et toute la question pour nous, c'est de surveiller comment est-ce que l'octroi d'une protection internationale est garanti dans ces camps, quand est-ce que et que ça respecte un certain nombre de directives sur ces questions, parce qu'il y a un délai normalement pour traiter la demande d'asile des réfugiés qui arrivent en Europe. Et donc voilà, effectivement, on a un pôle Europe qui travaille sur les types de camps qui sont installés aujourd'hui. J'ai pas de fiche avec moi à vous présenter sur le pôle Europe, mais voilà, je vous invite à me suivre et dans les quelques semaines à venir, on aura des publications sur le pôle Europe et sur les camps sur lesquels on a travaillé. Est-ce que peut-être une dernière question ? Bonsoir. Moi, ce qui m'a fait réagir, c'est la question de la privation de liberté dans la liberté de circulation en fait, des réfugiés dans le dernier camp que vous avez présenté. Cette règle par rapport au droit international et notamment par rapport à la norme de libre circulation des réfugiés, comment elle est perçue par la communauté internationale? Parce que c'est illégal qu'un État prive de liberté de circulation des personnes, des innocents en soi. Donc je voulais savoir comment c'était perçu par la communauté internationale cet acte en fait. Et si c'était aussi le seul cas de privation de liberté d'un camp ou... Alors non, c'est presque quasi systématique. Il y a énormément de camps qui sont fermés, pour lesquels il y a une autorisation, enfin une demande à faire pour sortir ou entrer. Alors il y a beaucoup de camps aussi qui ont des couvre-feux, donc il y a des horaires de sortie, des horaires d'entrée. Et donc, non, donc du coup, c'est pas du tout rare, c'est assez fréquent. Sur le retour, sur la justification légale de ce genre de dispositif, en fait, c'est le camp en lui-même. Donc, le camp en lui-même, c'est une structure qui peut être fermée. Et malheureusement, c'est vraiment les lacunes de ces problématiques, c'est que c'est très aléatoire selon les temps dans lesquels on va se... En fait, le droit dans les camps n'existe pas, proprement parler, en tant que droit. C'est le droit qui va être appliqué dans chaque État, puisque chaque État est souverain sur son territoire national. Donc c'est lui qui donne des directives et qui peut décider de la manière dont le camp peut être installé, comment est-ce qu'il doit être géré, s'il doit être fermé, ouvert. Et souvent l'argument phare des États, c'est les questions de sécurité. C'est le seul en fait, argument qui leur permet de restreindre les libertés des individus étrangers sur leur territoire. Et souvent, c'est vraiment cet argument. Et du point de vue des États, c'est vraiment toutes les questions de sécurité, raison pour laquelle
on va installer le camp suffisamment loin d'une frontière pour éviter qu'il y ait des récupérations militaires de ce camp. Et du point de vue des humanitaires, la structure fermée du camp, l'argument qui revient du point de vue des humanitaires, c'est vraiment le souci de la logistique humanitaire. C'est-à-dire que si on sait où sont les gens, comment ils sont installés, en termes de distribution de nourriture, c'est plus simple, en termes d'assistance, c'est plus simple, et pour répondre à leurs besoins, c'est plus simple. Sauf que, effectivement, du point de vue des réfugiés, c'est clairement des restrictions de liberté et c'est une politique d'enfermement. Donc, du point de vue de la communauté internationale, je ne sais pas s'il n'y a pas de consensus, et c'est vraiment le problème sur ces questions, c'est qu'on n'a aucun texte sur lequel des États ont pu se réunir pour acter de la manière dont un camp doit être installé et la manière dont il doit être géré. Il n'y a vraiment pas de consensus sur ces questions. Chaque État fait en fonction de son bon-vouloir. Et donc voilà, il n'y a pas de consensus en fait véritablement sur ces questions. Je vais vous citer un exemple qui moi m'a beaucoup frappé, que je connais plutôt bien. C'est le cas des réfugiés palestiniens par exemple. Ils ont tous été exilés globalement à la même période. Donc aujourd'hui, les réfugiés palestiniens, ils vivent principalement en Syrie, ils ont été accueillis en Syrie et au Liban. Selon que vous soyez palestinien réfugié dans un camp au Liban ou un camp en Syrie, mais votre vie n'a strictement rien à voir. Pourtant, vous êtes exilés, vous êtes de la même nationalité, vous êtes exilés à la même période, vous êtes exilés dans la même région, c'est-à-dire que c'est des pays qui sont frontaliers. Et les réfugiés palestiniens en Syrie, par exemple, ont pu avoir un niveau d'éducation qui pouvait aller jusqu'à l'université. Ils avaient accès à des soins de santé dans les hôpitaux publics. Mais ils étaient soumis au service militaire. Donc tous les réfugiés palestiniens qui sont installés en Syrie étaient soumis au service militaire, systématiquement. Et tandis qu'au Liban, c'est l'inverse. Pas le droit de travailler, pas le droit d'étudier. Tous les réfugiés palestiniens en Liban sont dépendants que des écoles de l'UNRWA qui sont dans les camps. Et à l'inverse, l'État n'interfère pas du tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de service militaire obligatoire, mais il n'y a strictement rien en fait. Et donc ça montre bien à quel point, là on est vraiment dans un cas de figure où ce sont les mêmes réfugiés, ils ont la même nationalité, se sont exilés à la même période, ils se sont exilés dans la même région. Et on a vraiment des politiques d'accueil, des politiques de gestion des camps qui sont complètement différentes. En Syrie, les camps n'étaient pas forcément fermés. Il y avait une entrée qui symbolisait l'entrée du camp, mais il n'y avait pas de militaires, il n'y avait pas de barbelés. Au Liban, c'est très aléatoire. Sabra et Shatila, qui est dans la banlieue de Beyrouth, n'est pas fermée. C'est-à-dire que vous passez d'un marché en traversant, en allant dans la banlieue de Beyrouth, et là, hop, en 10 mètres, vous êtes dans un camp, vous êtes dans l'entrée du camp. Et c'est la configuration en fait, qui vous fait dire que vous êtes dans un camp, mais il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de barbelé, il n'y a pas de structure fermée. Vous allez à Tripoli, dans le nord du Liban, le camp Nahr el-Baled, il est complètement fermé. Ce sont des militaires libanais qui gèrent l'entrée et les sorties des camps. Ils procèdent à un contrôle d'identité systématique de toutes les entrées et de toutes les sorties. Donc, il n'y a vraiment pas de consensus sur la politique et des restrictions de liberté. La preuve, c'est que même dans un même pays, on peut avoir des camps qui concernent la même nationalité, mais qui sont juste dans deux villes qui sont différentes. Et puis l'État peut donner une consigne de fermeture par un camp et une consigne d'ouverture pour un autre. Donc, et souvent, la justification, c'est des questions de sécurité. Pour Nahr el-Baled, par exemple, à Tripoli, au nord, au Liban, c'est que le camp Nahr el-Baled, on a détecté un certain nombre de trafics d'armes à l'intérieur. Il a été complètement détruit, donc vraiment complètement rasé. Et les réfugiés ont reconstruit. Et donc, pour surveiller, pour être sûr qu'il n'y ait pas de nouveau de trafic d'armes à l'intérieur du camp, de milices qui pouvaient se fermer, on a mis en place l'armée libanaise qui contrôle toutes les entrées, toutes les sorties dans le camp. Donc généralement, c'est cet argument que j'ai pu voir, des questions d'ordre de sécurité nationale. Mais du coup, est-ce qu'il y a des projets sur le plan du droit international en fait, d'harmonisation des normes qui sont en train d'être créées ou en train d'être en discussion
pour une harmonisation un petit peu de ces politiques, des camps. Non, et c'est ce qu'on aimerait faire émerger. En tout cas, on aimerait dans les années futures pouvoir sensibiliser des institutions, des États qui accueillent des camps pour qu'ils puissent qu'ils se réunissent et qu'ils puissent justement se mettre d'accord sur des pratiques pour l'installation des camps de réfugiés et pour qu'on ait au moins des limites en termes de gestion. Donc typiquement, que les réfugiés ne soient pas soumis à un service militaire, que ce ne soit pas des zones d'expérimentation pour des entreprises privées qui viennent de se capitaliser sur les réfugiés, qu'en termes de pérennisation, considérer qu'un camp qui dure trop longtemps, ça devient un lieu d'enfermement. Donc voilà, nous on aimerait, et en tout cas ça fera complètement partie de nos travaux de plaidoyer de sensibilisation, et on aimerait effectivement réunir des acteurs pour faire consensus sur ces questions. Mais pour le moment, ça n'existe pas. Ah bah oui. Bonsoir. Bonsoir, pardon. Non, c'était plus concernant l'observatoire, votre fonctionnement. Vous aviez dit que dans un premier temps, vous n'aviez pas pu faire du terrain. Alors, quelles sont déjà les sources que vous utilisez? Qui sont les experts, enfin je dis entre guillemets parce que je ne sais pas qui sont les experts, si c'est des universitaires ou autres qui vous accompagnent. Et une autre source, c'est apparemment vous avez 3 ans d'existence, enfin, en tout cas, non, un peu plus 7 mois. 7 mois, ah d'accord, ok. Vos sources de financement. Voilà. Donc, je vais essayer de prendre dans l'ordre. Donc, concernant notre fonctionnement, donc, on n'a pas, c'est pas qu'on n'a pas pu, mais surtout on n'a pas voulu avoir de mission de terrain initialement, parce que je vois pas comment est-ce qu'on peut aller se rendre dans un camp de réfugiés si en amont on l'a pas étudié. Donc étudier un camp de réfugiés, c'est véritablement enquêter sur la structure, enquêter sur les acteurs qui sont présents, enquêter sur la population qui est accueillie, pourquoi est-ce qu'elle est accueillie, etc. Donc c'était très important pour moi qu'on procède d'abord par une phase d'étude justement des camps de réfugiés avant de pouvoir l'année prochaine se rendre sur le terrain et mener des enquêtes sur place. Donc sur les sources, la deuxième question c'était ça, sur les sources, non, qui sont les contributeurs? C'est ça la deuxième question? Donc on a 70 contributeurs aujourd'hui, donc contributeurs et contributrices, généralement c'est des profils de jeunes diplômés. Généralement ils sont spécialisés. Alors, moi je tenais absolument, parce que c'est un projet qui est humain, à diversifier au maximum les profils. Donc on a quelques profils de sociologues, d'anthropologues et de personnes qui ont fait vraiment des formations qui n'ont pas tellement de lien sur la question des migrations. Mais de facto, en fait, les personnes qu'on a pu recruter et qui nous ont contactés pour contribuer, ce sont des personnes qui ont fait généralement Sciences Po, des masters de droit international, des masters spécialisés sur les questions de migration, ou alors des personnes qui sont encore plus spécialisées sur des zones géographiques, donc des masters type droit africain, ou des spécialités sur l'Europe. Donc vraiment, on a... Ça, c'est pas les contributeurs, ça c'est le comité d'honneur. Donc les contributeurs, ce sont les personnes qui font des fiches actuellement sur les camps et qui se sont mobilisées pour étudier chacun 2 camps sur ces premières années. Donc ils sont 70 et répartis sur les pôles que je vous ai présentés tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est la répartition de nos contributeurs et les zones sur lesquelles ils travaillent. Sur le deuxième public qui compose l'observatoire, c'est le comité d'honneur. Donc, c'est des personnes qu'on a pu contacter en raison de leur spécialité, en raison de leurs activités parfois associatives. Je prends l'exemple de Julien Martin, qui est avocat auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Concrètement, il n'est pas spécialisé sur les migrations, mais il a tellement d'activités et de travaux, des réseaux, des ONG notamment, il travaille énormément avec des ONG, notamment sur les questions de droits humains. Il est amené de fait, en fait à travailler sur ces questions.
Donc on l'a sollicité pour faire partie de notre comité d'honneur. Donc là vous avez la liste de notre comité qu'on réunit. C'est vraiment un comité presque d'experts, mais on ne peut pas l'appeler comme ça parce qu'on n'est vraiment pas dans un domaine d'expertise scientifique. Ils ont plus un rôle de conseil. Donc on va vraiment les mobiliser 2 ou 3 fois par an lors d'une réunion. On va leur présenter les travaux qu'on a commencé ou qu'on prévoit de faire. Ils vont nous conseiller. Ils vont relire certains de nos travaux ou ils vont nous guider sur l'approche stratégique de l'observatoire. Donc ça peut être typiquement, pour une mission de terrain, on vous recommande d'aller dans tel pays, d'aller dans tel camp, ou ça peut être des corrections de fiches comme je vous le disais. Ça peut être également participer à des événements publics. Donc là le 26 mars on va avoir la première conférence publique de l'observatoire qui va se tenir à l'Assemblée nationale. Et on va mobiliser 1 ou 2 membres de ce comité pour prendre la parole en introduction, en conclusion, pour apporter un éclairage quasi scientifique de la question des camps. Donc pareil, c'était une volonté de ma part d'avoir un comité qui soit très diversifié, qui ait des universitaires, mais pas que. Moi je me suis beaucoup ennuyée dans mes travaux de recherche en tant que thésarde, donc je ne voulais surtout pas être entourée d'universitaires. Et donc je prends l'exemple par exemple de Nassima Bellal, qui est médecin, et qui s'est vraiment spécialisé sur la question de protection des personnes en situation de vulnérabilité et qui travaille beaucoup avec le public, avec un public migrant ou réfugié. Et donc voilà, on avait besoin d'avoir un éclairage par exemple sur les questions de santé. On a beaucoup de camps, on a des problèmes de malnutrition. Alors pour comprendre les différents types de malnutrition, ce que ça suppose, etc., on a quand même besoin d'un éclairage parfois sur le volet santé. Et donc on a essayé vraiment de balayer un certain nombre de profils pour avoir un éclairage le plus complet sur la question des camps, pour la simple et bonne raison que les camps sont des micro-villes, en fait, ce sont des micro-lieux de vie. Donc au même titre que pour comprendre aujourd'hui comment fonctionne la ville de Lyon, vous avez besoin d'économistes, vous avez besoin de sociologues, vous avez besoin d'anthropologues, vous avez besoin d'historiens, vous avez besoin d'hommes politiques, donc vraiment vous avez besoin de différents experts. Et bien pour les camps de réfugiés, c'est la même chose. Les êtres humains qui y vivent dépendent d'un certain nombre de services et ils sont assistés sur énormément de volets. Et donc on a besoin d'un retour d'expertise sur toutes ces questions pour comprendre la manière dont ils vivent. Donc je réponds du coup à cette deuxième question. Et la troisième question, c'était la question des sources. Oui. Donc, mais il y a eu la première sur les sources que vous utilisez en fait. Les sources. Et les sources financières. Donc. Ah oui, et donc les financements. Donc sur la question des travaux de recherche, donc, comme je vous le disais, la plupart de nos contributeurs sont à minima diplômés d'un Master 2. Ils ont déjà tous plus ou moins fait des travaux de recherche, que ce soit pour un mémoire ou un peu plus. Et donc généralement il n'y a pas trop de problèmes sur ces questions d'aisance à faire un travail de recherche. On a en interne un certain nombre d'outils qu'on a mis en place, qui sont propres à l'Observatoire, d'outils méthodologiques. Donc on se met vraiment d'accord sur les règles, comment identifier une bonne source, comment croiser les sources, comment juger de la fiabilité d'une source. Mais globalement, c'est un travail de recherche à part entière. Ils doivent se baser sur des sources qui sont publiques, qui sont fiables, qui sont croisées du moins le plus possible. Et un volet dont je ne vous ai pas parlé, dans chaque pôle, on a un responsable partenariat pour la simple et bonne raison qu'on s'est rendu compte que ce qu'on savait déjà, c'est qu'on manque parfois d'informations sur les camps. Et donc quand on a un manque d'informations, on n'arrive pas à compléter la fiche, on a un responsable partenariat donc dans chaque pôle qui va être mobilisé pour rentrer en contact avec des acteurs locaux qui sont les seuls acteurs avec lesquels on veut bien échanger. Parce que généralement ce sont les acteurs qui sont les plus proches des réfugiés, qui ont le moins d'intérêt sur la question des gestions, ils viennent juste en appui pour la plupart, et qu'on va consulter pour avoir justement des informations qu'on n'aurait pas trouvées en consultant les sources publiques. Donc on a un responsable ou une responsable partenariat dans chaque pôle qui, si elle est contactée par un contributeur en disant dans tel camp je n'arrive pas à trouver telle information, le rôle du responsable partenariat, ça va être d'aller contacter un ou plusieurs acteurs locaux qu'on a pu recenser dans le camp pour leur envoyer un questionnaire précis pour essayer d'avoir des informations complémentaires. Donc voilà pour les sources et la manière dont on travaille. Je ne vous ai pas présenté les outils ici, on a énormément d'outils en interne dans l'Observatoire pour encadrer notre approche, nos méthodologies, et qui sont chapeautés aussi par les responsables de pôle. Et pour la question des financements,
Aujourd'hui, on n'a pas de financement. Aujourd'hui, on n'a pas du tout de financement. Moi, je travaille bénévolement pour l'Observatoire, matin, midi, soir, tous les week-ends. Enfin voilà, je suis tout le temps sur ce projet, mais je suis bénévole. Ce qui me fait vivre aujourd'hui, c'est mon poste de rapporteur à la Cour nationale du droit d'asile, que j'occupe aussi à temps plein. Donc l'un nourrit l'autre généralement, donc ça ne pose pas trop de problème. Mais effectivement, on travaille cette année, on est incubé à Singa. Je ne sais pas si vous connaissez Singa. Voilà, donc on est en fait un mois après un mois après avoir fondé l'Observatoire, on a candidaté à Singa Paris et on a été sélectionné parmi les projets qui ont été sélectionnés sur cette première année pour bénéficier de l'incubation. Donc c'est-à-dire qu'on a des locaux, on bénéficie de l'espace de coworking de Singa. Les contributeurs, quand ils veulent avoir un cadre de travail, ils peuvent se rendre à Singa. À partir du moment où ils font partie du projet, ils ont un espace de travail, ils peuvent bénéficier de salles de réunion, d'espaces individuels pour travailler. Et donc, dans le cadre de cette incubation, on a énormément d'ateliers, de retours d'experts qui nous accompagnent pour la recherche de financement. Donc, moi, je travaille actuellement avec des membres de la Fondation Generali qui finance Singa et d'autres acteurs experts qui travaillent avec Singa pour justement faire un listing des acteurs qu'on pourrait démarcher pour avoir des financements. Et la limite qu'on a, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a, on peut pas, on se fixe comme limite de ne pas avoir de financement des États et des gestionnaires des camps pour préserver notre indépendance. Voilà. Donc, mais pour le moment, on n'a pas de financement et on doit trouver 50 000 € pour l'année prochaine. Donc on y travaille. On y travaille.